Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au cours 2. Aujourd'hui, on va continuer la révision de notre cours de probabilité de statistique. Alors, c'est une révision du cours Math 2080 en principe. Au premier cours, on a vu quelques variables aléatoires de base et euh, aujourd'hui, on va tout simplement continuer la matière qui est pertinente au cours mathématiques actuariel 1. Et à partir du cours 3, c'est là où on commençait à visiter des probabilités qui incluent la mortalité. Donc, au dernier cours, on a commencé de parler des variables aléatoires. Alors, si x et y, c'est une variable aléatoire et a, b et c sont des constantes, l'espérance d'une constante fois la variable aléatoire x plus une constante fois la variable aléatoire y plus c, ben, c'est égal à a fois l'espérance de la variable x plus b fois l'espérance de y plus c. Maintenant, si X et Y sont indépendants, ça veut dire que X n'affecte pas Y ou Y n'affecte pas X. Alors, par contre, s'ils ne sont pas indépendants, ça veut dire qu'il va y avoir une covariance entre elles. Alors, un bon exemple de covariance, c'est si on prend la température en Celsius et la température en Fahrenheit. Ils sont parfaitement linéairement corrélés. Donc, la covariance entre deux variables aléatoires, ben, c'est défini comme l'espérance de X moins l'espérance de X, fois Y moins l'espérance de Y. Ce qui est réduit à tout simplement l'espérance de XY moins la moyenne de X moins la moyenne de Y. La covariance en tant que telle, ce n'est pas un chiffre qui nous donne un numéro, un chiffre important, c'est le signe de la covariance qui est importante. Alors, une covariance qui est positive veut dire que deux variables aléatoires ont tendance à bouger ensemble. Et une covariance qui est négative, ça veut dire que deux variables aléatoires ont tendance à bouger en sens inverse. Un bon exemple de ça, ce serait les rendements de la bourse versus les rendements du marché obligataire, des obligations. Alors, quand les actions sont à la hausse, le monde vend leurs obligations, alors les prix sont à la baisse. Et généralement, quand les marchés sont à la bourse, on place ça dans des bons du trésor. Alors, les prix ont tendance à bouger en sens opposé. La variance de AX plus BY plus C, alors c'est A au carré fois la variance de X plus B au carré fois la variance de Y plus 2AB fois la covariance entre X et Y. Alors, et l'écart type de AX plus BY plus C, ben, c'est la racine carrée de cette variance. Maintenant, la covariance en tant que telle ne nous donne pas un chiffre qui est pertinent. Par contre, on est capable de mesurer relativement, si on divise la covariance par l'écart type de X et l'écart type de Y, ça va nous donner un chiffre qui est entre moins 1 et 1. Ce chiffre, on appelle ça la corrélation. Alors, une corrélation parfaite, ben, c'est comme la température en Celsius versus la température en Fahrenheit. Ils sont parfaitement corrélés. Alors, un définit l'autre. Et une corrélation qui est négativement parfaite, ce serait le volume versus la pression. Quand la pression monte, le volume baisse et quand la pression baisse, le volume augmente. Donc, une corrélation est nécessairement entre moins 1 et 1. Une corrélation qui est nulle, ça veut dire que la covariance, elle est nulle. Alors, l'écart type doit nécessairement être plus grand ou égal à 0. Alors, une corrélation qui est nulle veut dire que la covariance, elle est nulle et c'est parce que les deux variables aléatoires sont indépendantes. OK, maintenant, la loi normale. La variable aléatoire x suit une normale avec deux paramètres. Les deux paramètres sont la moyenne, mu, et l'écart type ou la variance, sigma ou sigma carré. Alors, une normale, elle est centrée, son point milieu est à la moyenne, et la dispersion autour de cette moyenne, elle est mesurée par son écart type. Alors, des variables aléatoires qui suivent des normales. Un bon exemple, c'est le quotient intellectuel. Alors, le quotient intellectuel moyen est centré à 100 et l'écart type est aux alentours de 10 ou la variance est aux alentours de 100. Ou la taille d'un homme, elle est centrée à un point milieu. Alors, 1,75 m, 1,76 m et la grande majorité des personnes se retrouvent autour du point milieu. Et la dispersion autour de cette moyenne, ben, c'est mesuré par la dispersion. Alors, il y a des limites avec la loi normale. Alors, un bon exemple de ces limites, c'est
les rendements de la bourse. Historiquement, les rendements de la bourse suivent une normale dans la plupart des cas. Alors, une normale, si on paramétrise avec une moyenne de 10 Alors, en moyenne, si vous avez placé votre argent à la bourse, vous allez faire 10 par année. Par contre, et l'écart type est aux alentours de 10. Selon cette distribution, ça voudrait dire que la probabilité de faire une perte de 30 dans une année, donc d'être 4 écarts types à la gauche de la moyenne, c'est une chance sur 10 000. Et vous voyez les limites d'une loi normale. Alors, une chance sur 10 000, mais si on compte physiquement le nombre de crashs d'au moins 30 depuis 1900, alors 1905, 1915, 1929, 30, 31, 32, 55, 87, 99, 2009, on pourrait même dire 2020 et on pourrait même dire 2022, on est proche en 2022. Alors, dans les 122 dernières années, on en compte 11 ou 12. Donc, le problème d'avoir un modèle, c'est que nos résultats ou nos conclusions vont tout simplement être aussi bons que le modèle lui-même. Alors, si notre modèle est erroné, nos conclusions vont être erronées. Alors, dans le cas des rendements de la bourse, qu'est-ce qui nous intéresse quand on veut faire de la gestion d'actifs ou se protéger un portefeuille? Ben, c'est la distribution à la gauche. Alors, tous les mauvais rendements, des pertes de 30 et la normale modélise mal ça. Alors, la probabilité d'avoir un quotient intellectuel de 100 ou plus, c'est 50 mais la probabilité, selon une loi normale, d'avoir un quotient intellectuel de 180, ce serait plus petit que de gagner la 649 quatre fois de suite. Donc, il y a des limitations. Par contre, il y a des personnes dans le monde qui ont des quotients intellectuels de 180. OK, alors, les deux paramètres en tant que tels, la loi normale, c'est pas une loi, c'est pas une fonction la fonction de densité de la loi normale n'est pas une fonction de densité qui est intégrable. Donc, on a un tableau qu'on utilise. Et pour utiliser ce tableau, on va utiliser le théorème de la limite centrale. Le théorème de la limite centrale dit, si je prends ma normale et je soustrais la moyenne, alors l'espérance, je vais maintenant être centré à zéro. Et si je divise la normale par l'écart type, je vais écraser ma densité autour de la moyenne. Je vais l'écraser à une normale standard 0,1. Donc, si X suit une normale de moyenne mu et de variance sigma carré, X moins la moyenne divisé par l'écart type va suivre une normale de moyenne 0 et d'écart type ou de variance 1. Et donc, la probabilité que X soit plus petit que C, ben, c'est la probabilité que X moins la moyenne soit plus petit que C moins la moyenne. C'est égal à la probabilité que X moins la moyenne divisé par l'écart type soit plus petit que C moins la moyenne divisé par l'écart type. Et malgré le fait qu'une loi normale n'est pas intégrable, on a quand même compté tous les points de densité. Densité. Alors ça nous donne une normale standard. On a la table ici. Et on est capable de regarder dans cette table standard quelle est la probabilité. Alors la probabilité d'avoir une normale standard plus petit que 0, c'est 50 La loi normale, elle est parfaitement symétrique autour de la moyenne. Donc, une normale standard, la probabilité d'être plus petit que 1,645 d'une normale standard, alors la probabilité d'avoir 1,65, alors c'est 95. Alors, 95 de chance d'être plus petit que 1,645. Quelle est la probabilité d'être plus petit que 1,96? Alors, 1,96, la probabilité d'être plus petit que 1,96, c'est 97,5 Alors, la première décimale se trouve dans la colonne de gauche, la deuxième décimale se trouve dans la colonne, dans la ligne en haut. Alors, les colonnes supplémentaires. Alors, la probabilité d'être plus grand que 3 équantypes à la droite ou 3 équantypes à la gauche, ben, c'est moins que 0,1 OK, alors, dans mon cours, si votre cours de statistique, on utilisait une interpolation linéaire pour trouver la troisième décimale, sachez que si vous arrondissez votre, votre chiffre
la normale standard, si vous l'arrondissez à 2 décimales et vous utilisez la table normale par la suite, c'est tout ce que je demande. Je ne demande pas l'interpolation linéaire, mais si vous le faites à un examen, c'est sûr que vous ne seriez pas pénalisé. Alors, cette table, elle est dans le Illustrative Life Table. C'est la page 2 ou 3 du Illustrative Life Table. OK, alors, quelques propriétés de la loi normale. Elle est parfaitement symétrique. Alors, la probabilité d'être plus petit que la moyenne, ben, c'est égal à la probabilité d'être plus grand que la moyenne. Donc, pour une normale standard, quelle est la probabilité d'être plus petit qu'une certaine constante? Alors, si je vous demandais quelle est la probabilité d'être plus petit que 0,82, ben, vous regardez dans la table normale, 0,8, 0,80, 0,81, 0,82. 0,82, c'est égal à 79,39%. Donc, la probabilité d'être plus petit que 2,47, encore une fois, vous regardez 2,4 et la huitième colonne, ça va être la deuxième décimale qui est égale à 0,07. Alors, 2,47, il y a 99,32% de la population qui se trouve à la gauche de la distribution d'une normale standard. Maintenant, la table de la normale standard, elle va de 0 à 3,9. Dépasser 3,9, on a 100% de la distribution. Alors, il n'y a plus rien qui se retrouve à la droite de 3,9. Alors, 99,99% de la distribution, elle est plus petite que 4 écarts types à la droite de la moyenne. Alors, mais par contre, qu'est-ce qu'on fait? Elle va de 0, la normale standard, elle va de 0 à 4. Qu'est-ce qu'on fait si on a un chiffre qui est plus petit que 0? Alors, la normale standard, elle est symétrique. Alors, si on veut savoir quelle est la probabilité d'être à la gauche d'un chiffre négatif, mais vu que c'est symétrique, c'est égal à la probabilité d'être à la droite du négatif de ce chiffre. Alors, quelle est la probabilité d'être à la droite de ce chiffre négatif? Mais c'est tout simplement 1 moins la probabilité d'être à la gauche. Alors, il y a 100% de la densité en dessous de la courbe. On veut tout ce qui est à la droite euh, de A. Alors, tout ce qui est à la gauche de A, c'est tout ce qu'on ne veut, on veut pas. Alors, c'est 1 moins qu'est-ce qui est à la gauche de A. Donc, euh, la probabilité qu'une normale standard soit plus petite ou égale à un chiffre négatif, alors c'est 1 moins la probabilité qu'une normale standard soit plus petit que le négatif de ce chiffre. Alors, l'inverse, l'inverse négatif de ce chiffre. Un exemple. Alors, la probabilité d'être plus petit que moins 1,23. Quelle est la probabilité à la gauche de moins 1,23? Alors, c'est équivalent à la probabilité d'être plus grand que 1,23. Et c'est quoi la probabilité d'être plus grand que 1,23? Mais c'est 1 moins la probabilité d'être plus petit que 1,23. Donc, c'est 1 moins la probabilité d'être plus petit que 1,23, qu'une normale standard soit plus petit que 1,23. On a la table la table standard, on peut vérifier. La probabilité d'être plus petit que 1,23, c'est 89,07%. Et donc, la probabilité d'être plus petit que moins 1,23, c'est égal à 10,93%. La probabilité à la gauche de moins 1,23, c'est 10,93%. La probabilité d'être à la droite de 1,23, c'est 10,93%. La probabilité d'être à la gauche de 1,23, c'est 89,07%. Alors, un exemple. Le rendement de la bourse suit une distribution normale de moyenne 11% et d'écart type 10%. Alors, X suit une normale de moyenne 11% et d'écart type 10% ou de variance 100% au carré. Quelle est la probabilité de faire un rendement plus grand que 14%? Alors, la probabilité de faire un rendement plus grand que 14%. Alors, quelle est la probabilité de faire un rendement plus grand que 14%? Alors, c'est 1 moins la probabilité de faire un rendement plus petit que 14%. Alors, la probabilité de faire un rendement plus petit qu'une normale, de faire un rendement qu'une normale fasse un rendement plus petit que 14%. Alors, on va faire 14% moins la moyenne divisé par l'écart type.
et c'est la probabilité une normale standard soit plus petit que 14 moins 11% divisé par 10. Donc, la probabilité qu'une normale standard soit plus petit que 0,3. Alors, 1 moins la probabilité qu'une normale standard soit plus petit que 0,30. La probabilité qu'une normale standard soit plus petit que 0,30, c'est 61,79%. Et donc, la probabilité d'avoir un rendement plus petit que 14%, c'est 79%. Et la probabilité d'avoir un rendement supérieur à 14%, c'est 38,21%. Alors, même distribution, quelle est la probabilité d'avoir un rendement qui est plus petit que 23%? La probabilité d'avoir un rendement plus petit que 23%, c'est la probabilité qu'une normale standard soit plus petit que 23 moins la moyenne 11% divisé par l'écart type 10%. Donc, la probabilité d'avoir une normale standard plus petit que 1,2. La probabilité qu'une normale standard soit plus petit que 1,2, c'est égal à 88,49%. Alors, continuons avec la normale. Donc, quelle est la probabilité d'avoir un rendement plus petit que 8,2%? C'est la probabilité qu'une normale standard soit plus petit que 8,2 moins la moyenne divisé par 10. Donc, c'est la probabilité qu'une normale standard soit plus petit que moins 0,8. La probabilité qu'une normale standard soit plus petit que moins 0,8, c'est égal à la probabilité qu'une normale standard soit plus grand que 0,8. Et la probabilité qu'une normale standard soit plus grand que 0,8, c'est 1 moins la probabilité qu'une normale standard soit plus petit que 0,8, 0,28. Et donc, 1 moins la probabilité d'une standard 0,28. Alors, 1 moins la probabilité d'avoir un rendement plus petit que d'avoir une normale standard plus petit que 0,28, c'est 61,03%. Et donc, la probabilité d'avoir une normale standard plus grand que 0,28, c'est égal à 38,97%. Et si la probabilité d'avoir une normale standard d'être plus grand que 0,28, c'est 38,97. La probabilité qu'une normale standard soit plus petit que moins 0,28, c'est 38,97%. Quelle est la probabilité de faire un rendement entre 14 et 23%? On a calculé la probabilité d'avoir 14%. On a calculé la probabilité d'avoir 23%. Alors, la probabilité d'avoir 14%, on calcule et on soustrait la probabilité d'avoir 23%. La probabilité, ou l'inverse, la probabilité d'avoir plus petit que 23%, moins la probabilité d'avoir plus petit que 14%. Ou donc la probabilité d'avoir plus que 14%, moins la probabilité d'avoir plus que 23%. Et donc, on a calculé la probabilité d'avoir plus petit que 23, on a calculé la probabilité d'avoir plus petit que 14. Donc, la probabilité d'avoir un rendement inférieur à 23%, c'est 88,49%. La probabilité d'avoir un rendement plus petit que 14%, c'est 61,79%. Donc, la probabilité d'avoir entre 14 et 23, c'est 26,7%. OK, maintenant, une révision des fonctions de densité ou les fonctions conditionnelles. Alors, la probabilité d'avoir x tel que y, c'est égal à la probabilité d'avoir x et y en même temps, divisé par la probabilité d'avoir y. Alors, si on a une fonction de densité jointe et on veut la fonction de densité d'une certaine variable, on intègre la fonction de densité jointe pour toutes les autres variables, alors de moins l'infini à plus l'infini. En actuariat, quand on va intégrer des fonctions de densité jointe, on va intégrer de 0 à l'infini, parce que généralement, on veut calculer la probabilité ou une mortalité. La mortalité, elle va du temps t est égal à 0 à l'infini. Alors, la probabilité d'avoir x tel que y, ben, c'était la probabilité d'avoir y tel que x
fois la probabilité de X divisé par la probabilité de Y. Alors, comment est-ce que j'arrive à cette conclusion? Alors, la probabilité de X telle que Y, c'est la probabilité d'avoir X et Y en même temps divisé par la probabilité d'avoir Y. Alors, si j'isole la probabilité de X et Y en même temps, ben, c'est la probabilité d'avoir X telle que Y fois la probabilité de Y. La probabilité de Y telle que X, ben, c'est la probabilité de X et Y divisé par la probabilité de X. Et donc, si je réduis, si j'isole la probabilité d'avoir X et Y, ben, c'est la probabilité de Y telle que X fois la probabilité de X. Et donc, la probabilité de X et Y est égale à la probabilité de X et Y. Et donc, la probabilité d'avoir X tel que Y fois la probabilité de Y, c'est égal à la probabilité d'avoir Y tel que X fois la probabilité de X. Et donc, en conséquence, je peux isoler la probabilité de X tel que Y. C'est égal à la probabilité de Y tel que X fois la probabilité de X divisé par la probabilité de Y. Alors, tout ceci, c'est une révision du cours de statistique et on va s'en servir pour calculer deux probabilités pertinentes. Alors, la fonction de répartition, ce qu'on appelle grand F de X, c'est la fonction de mortalité. Alors, F de T, grand F de T, c'est quelle est la probabilité qu'une personne meure dans les T prochaines années? On va voir au prochain cours que ça s'est dénoté TQX. Alors, la probabilité qu'une personne âgée de X meurt dans les T prochaines années. Et la fonction de survie, c'est 1 moins la fonction de répartition ou 1 moins la fonction de mortalité. La fonction de survie, ben, c'est la probabilité que la personne survit les T prochaines années. Alors, quelle est la probabilité qu'une personne âgée de X meure après T années? On va regarder ça en profondeur au cours 3. C'est dénoté TPX. Alors, la probabilité qu'une personne âgée de X survit les T prochaines années. P pour survivre, Q pour mourir. Alors, des exercices que vous seriez, que vous êtes maintenant capable de commencer à solutionner. Alors, des questions de base qu'on pourrait regarder. Alors, quand on veut calculer la mortalité d'une personne, on a une très belle table de mortalité qui s'appelle le Illustrative Life Table. Alors, quand il y a des calculs qui sont faits dans cette table, sont faits à 6 Alors, souvent, dans les questions, vous allez avoir utilisé l'Illustrative Life Table à 6 Alors, si je vous demande quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 25 ans meure avant l'âge de 26 ans, ce que je suis en train de vous demander, c'est 40 Q25. Alors, on pourrait, la table de mortalité, on a à chaque âge, alors à chaque âge, on a un certain, le nombre de personnes qui sont toujours en vie d'une population initiale de 10 millions, autant t est égal à 0. Donc, autant t est égal à 25 de cette population initiale, on a 9 565 017 personnes. Alors, ça, c'est le nombre de personnes qui sont en vie à l'âge de 25 ans. On compare ça avec le nombre de personnes qui sont en vie à 65 ans. 7 533 964, et ça nous donne la probabilité de combien de personnes à 25 ans vont survivre jusqu'à 65 ans. Donc, 1 moins, alors la fonction de mortalité, TPX, alors 1 moins la fonction de survie, ça nous donne la probabilité de mourir. Alors, question numéro 2, quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 20 ans meure après l'âge de 80? Alors, on demande 60 Q20. Alors, la probabilité qu'une personne âgée de 20 ans meure dans les excusez-moi, alors c'est meurt après l'âge de 80, ça veut dire qu'il survit les 60 prochaines années. Alors, c'est 60 P20. Alors, on regarde le nombre de personnes qui sont en vie à 80, on regarde le nombre de personnes qui sont en vie à 20, et on est capable de calculer notre probabilité. Quelle est la probabilité qu'un nouveau-né meure entre 70 et 75 ans? On a 10 millions de personnes à l'âge 0. On regarde combien de personnes sont à l'âge 70 et combien de ces 70 vont mourir avant l'âge de 75.
Et le nombre de personnes qui décèdent dans cette période, on divise par le nombre de personnes initiales. Alors, vous avez les réponses à l'écran maintenant. Et la mortalité suit une distribution de force constante de mortalité, alors une exponentielle. Le problème avec l'exponentielle, c'est que si, avec une exponentielle de force de mortalité, le paramètre, c'est la mortalité, c'est mu, alors c'est la force de mortalité, alors 0,02. Ça veut dire que l'espérance d'une exponentielle, c'est 1 divisé par le paramètre, ou ben donc 50. Ça veut dire que l'espérance de vie d'une personne, c'est 50 ans. Une lacune de l'exponentielle, c'est qu'une exponentielle n'a pas de mémoire. Donc, si on a survécu 100 années, notre espérance de vie est toujours de 50 ans. Si on a survécu, si on est un nouveau-né, notre espérance de vie, c'est 50 ans. Alors, le passé n'affecte pas le futur. Donc, et ça complète la matière du cours d'aujourd'hui. Alors, je l'ai enregistré, short and sweet. Et ben, c'est ça. Bonne continuation.